ce que j'ai appris, je pense aussi, de plus intéressant, je trouve, j'ai vu des gens qui étaient en situation d'échec total être en situation de réussite absolue, juste avec des changements de contexte. Parfois même dans la même boîte, hein. Et même chez Fermat, c'est arrivé. C'est incroyable. Et c'est d'ailleurs un message hyper important pour tous les gens qui nous écoutent. Tout le monde est bon. Salut Benjamin. Salut Thibaut. Merci beaucoup de venir dans notre podcast. Je suis ravi d'avoir cette discussion avec toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisserai te présenter. Tu es ce qu'on appelle un repeat entrepreneur. Ça veut dire que tu as déjà créé et fondé 2 boîtes. Donc, tu nous raconteras ça. Et très content d'avoir cette discussion parce qu'on a parlé plusieurs fois de construction d'équipe et de recrutement. Et j'ai trouvé que tu avais toujours un avis très réfléchi et assez tranché sur ces sujets-là. Donc, merci de venir partager ça avec nos auditeurs. Bah écoute, je suis hyper heureux d'être là, Thibaut. Bah, trop bien, avec plaisir. On se lance si tu veux. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Ben. J'ai effectivement participé à la création de 2 entreprises. Ouais. La première, c'est Explicit. C'est le fabricant c'est le fabricant de sièges d'avion le plus léger au monde. C'est une boîte que j'ai créée un tout petit peu avant de sortir d'école avec Jean-Charles Samuelian et Vincent Tégédor, et qui est une super boîte qui équipe plein d'avions. Et ensuite, après m'en être occupé pendant un peu plus de 12 ans, je pense, j'ai créé une nouvelle boîte qui s'appelle Fermat, et qui est une société qui recycle les matériaux en fibre de carbone composite. Donc, c'est des matériaux qu'on utilise pour faire des avions. Ok. Très tourné autour de l'aviation, mais pas que. Je crois tu nous raconteras aussi sur Fermat. Je crois que vous faites plein d'autres choses au-delà de la partie avion. Et c'est marrant, du coup, tu dis que tu t'es lancé très tôt dans l'entrepreneuriat, avant la fin de tes études, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans ? Ouais, bah écoute, déjà, donc c'était Explicit, on a créé ça en 2011. Ouais. Donc c'était une époque où il y avait des startups. Ouais. Il y avait Facebook, il y avait Google, il y a eu il y avait les sites web, quoi, les trucs de vente en ligne, ça existait. Ouais. Mais globalement, c'était pas du tout la voie réelle de sortir de l'école et d'aller monter une boîte. Ouais. Je pense le plus bel exemple de l'époque, c'était Criteo, et c'était aussi probablement un des seuls. Ouais. Des boîtes qui aujourd'hui sont incroyables. À l'époque, c'était microscopique et ça galérait à mort, genre Content Square, ce genre de choses. Et donc, c'était vraiment les gens qui montaient des boîtes, c'était une activité assez atypique en fait pour des jeunes diplômés de grande école. Ouais, c'était pas les grandes discussions dans les débouchés de la voie royale d'un point de vue débouché dans les grandes écoles. T'avais presque honte. De dire que tu étais fondeur à cette époque-là en France. Non, mais c'était mal vu, quoi. Ouais. Et franchement, c'était pas du tout un truc valorisant. Et moi, j'ai monté Explicit parce que donc cette boîte de sièges d'avion ultra léger, parce que j'ai la chance d'avoir fait des études d'ingénieur. Et pendant ces études, j'ai pris conscience que simplement les ressources de manière générale, planétaire était limitée. Je ne me rendais pas compte, en fait. Je n'arrivais pas à imaginer que c'était possible. Et en fait, j'ai eu comme prof Jean-Marc Jancovici. Ah oui. Et en fait, j'ai réalisé qu'effectivement, c'est assez factuel. Ouais. Il y a de moins en moins de ressources. Ouais. Alors, contrairement à lui, je ne pense pas que ce soit une fatalité. Ouais. Mais en revanche, j'ai souhaité m'engager, si tu veux, et mettre mes compétences d'ingénieur dans des choses qui contribuaient à réduire ou alterner ou modifier complètement la consommation des ressources. Ok. Et en fait, c'est pour ça qu'on a fait des sièges d'avion légers, parce qu'ils font gagner du carburant. Ouais. Et qu'en fait, le siège d'avion, c'est le composant le plus simple à faire évoluer dans un avion pour réduire sa consommation de carburant. Et l'aviation, c'était le pan de l'industrie que tu voulais vraiment tacler, ou en fait, en faisant des études de marché, t'es tombé là-dessus comme une opportunité ? Disons que 2011, l'aviation n'avait pas le vent en poupe. Ouais. C'est un jeu de mots, je me rends compte, mais je n'ai pas voulu faire. Mais 2011, en gros, l'aviation, c'était une industrie assez forte. C'est une industrie assez forte aussi en Europe. Ouais. C'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, mais entre les deux, ça a été un peu moins fort. Ouais. Et l'avion, c'est quand même le moyen de transport le plus incroyable, mais aussi, et c'est vrai, le plus polluant. Donc,
moi, je trouvais que c'était justement... je trouvais ça hyper positif de travailler sur ça. C'est incroyable. Moi, pendant mes études, j'ai eu la chance d'aller faire des césures en Chine, en Thaïlande. Je suis allé aux États-Unis, tout ça. Ouais, t'en as profité aussi. Ouais, mais c'est grâce à l'avion. Ouais, c'est l'avion, ça, ouais. c'est quand même... S'il n'y avait pas l'avion, on ne pourrait pas découvrir les autres personnes sur Terre. Donc, moi, je trouve que c'est un moyen de transport qui mérite de continuer à fonctionner, qui est essentiel, en fait, même pour... que la vie se passe bien en fait sur Terre. Enfin, c'est essentiel qu'on puisse se connecter comme ça à grande distance. Et du coup, voilà, travailler sur l'écologie et travailler sur une façon de le rendre plus propre, je trouvais que c'était une très très belle façon de travailler. Mais bien sûr, je me suis lancé parce que ça marchait. Ouais. Mais et tu disais, c'est vrai, il y avait beaucoup moins cette popularité de l'entrepreneuriat. Donc je comprends, tu avais cette problématique-là que tu voulais aller régler. Qu'est-ce qui t'a donné la force de te lancer dans la création de boîtes où, 1, c'était pas populaire, 2, t'étais très jeune. Tu vois, qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là ? En fait, j'étais pas, en sortant d'école, j'étais pas pressé de travailler dans le sens où le marché de l'emploi était bon. Encore une fois, j'étais fervent ingénieur, j'avais fait des super stages, etc. Et donc, je me suis dit, voilà, je veux faire ça, je veux alléger les avions parce que c'est une super façon de réussir. Et j'ai postulé un peu dans des boîtes de fabrication de sièges d'avion d'ailleurs. J'ai regardé un peu les différents possibilités qu'il y avait. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, la seule façon de faire vivre ce projet, c'était de le monter indépendamment. Et puis je pensais qu'on serait racheté très vite. Ouais. Et puis, finalement, on n'a pas été racheté, mais c'est pas du tout négatif. La boîte s'est développée par elle-même et maintenant, c'est un petit leader de la fabrication de sièges d'avion et un grand exportateur pour le pays. Et donc, vous avez commencé à 3. Et comment ça s'est passé, les premières évolutions d'équipe ? Enfin, à partir de quand vous avez fait votre premier recrutement, votre deuxième ? À quoi ça ressemble un peu les grandes étapes d'équipe chez Explicit ? Alors, à l'époque, il n'y avait pas de méga levée de fonds. Ouais. Je crois qu'on avait levé environ 1 million d'euros en seed, ce qu'on appelle aujourd'hui. Il y avait déjà des fonds d'investissement ou... Non, il y avait des fonds, mais nous, la première levée, c'était que des business angels et on avait fait 1 million d'euros, ce qui était à l'époque énorme. C'est quoi, c'est un x10 quoi, par rapport aux chiffres qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, à peu près ? Ouais, oui, ça reviendrait à faire un seed de 10 millions, je pense. Ouais. Et encore, 10 millions en ce moment, c'est pas facile. 10 millions, il y a quelques années, c'était un peu plus facile. Ouais. Je dirais, à peu près ça. Okay. Et donc, on est resté très petit, très longtemps. Mais cela dit, je pense que Explicit est une boîte qui a réussi dans un environnement où elle aurait dû rater. Je pense qu'il n'y a pas plus dur que l'aéronautique en 2010 pour monter une start-up de hardware, de siège d'avion, un métier qui n'est pas du tout technologique au départ. Oui. C'est Explicit qui le rend technologique en mettant des nouveaux matériaux, de la simulation numérique, du cloud computing, tous ces trucs-là. Mais au départ, donc la boîte n'aurait pas dû fonctionner. Okay. Et elle a fonctionné parce que finalement, on a pris des bonnes décisions. Et la première décision qu'on a prise, aussi du fait qu'on avait peu d'argent, c'est qu'on est resté petit assez longtemps. En fait, la boîte est restée à 5-6 personnes pendant plusieurs années. Okay. Donc ça, c'était une très bonne décision. Ça a dû durer 3-4 ans. Ouais. On pourra discuter de ce que sont devenus ces gens. Ouais. Et ils ont tous assez bien réussi. Et notamment, il y a le fondateur d'une boîte de carburant de navettes spatiales qui est absolument incroyable, qui faisait partie de ces gens. C'est très important. De vos premiers recrutements, c'est clair. Ouais. Et comment vous les êtes allés chercher justement ces 3 premiers, les 3 premiers recrutements dans une boîte qui reste 6 en plus les premières années, c'est encore plus crucial. Comment vous allez les chercher ? Je pense que moi, je peux parler en tout cas sur la partie deep tech. Ouais. Donc, je crois que le plus important, c'est de prendre des gens qui ont le bon background scientifique. En fait, déjà à l'époque, impossible, donc très peu d'argent sur le compte. Ouais. Tout l'argent dédié à acheter des moules de production, des locations de vie, donc pas du tout pour avoir des équipes, ni faire de la pub. Pas payer des gros salaires. Non, ni faire un logo. Je crois qu'on a gardé un logo vraiment démoniaque pendant 4 ou 5 ans. Ouais. Donc, on va dire que le niveau d'attractivité est très faible. Donc, obligatoirement, de toute façon, on ne pouvait recruter que des gens sortis d'école ou des jeunes, parce qu'on n'avait pas le choix. Et voilà.
Donc, oui, c'était beaucoup moins populaire en plus. Enfin, comme tu dis, c'était très peu populaire. T'avais aucun argument pour toi, quoi. En gros. Aucun argument. Puis Ouais. on était 3 fondateurs de 23 ans, Ouais, ouais. 24 ans dans une boîte d'aviation. Alors, il fallait y croire. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc, du coup, on est passé par les réseaux des écoles, les réseaux étudiants. En fait, c'est toujours assez marrant le sourcing. En fait, on a été tactique sans le savoir, mais la réalité, c'est que c'était assez tactique. En fait, on a spoté les écoles qui formaient de manière le plus précisément possible, le plus proche possible de nos attentes, de nos besoins. Et en revanche, on a pris des gens qui étaient surqualifiés par rapport à ce qu'on avait à faire au début. Mais je pense que c'est pas une mauvaise idée au démarrage. Parce qu'en fait, au démarrage, très très vite, les besoins vont être multipliés par 10 ou 100. Donc en fait, il n'y a pas de problème à prendre des gens qui sont très 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 oversize. Donc on avait des ingénieurs, par exemple Alexandre qui a monté sa boîte de carburant de navette spatiale depuis quelques années. Je veux dire, quand il a démarré chez nous, il faisait limite du dessin 3D. C'est des trucs hyper basiques. Même en fait, pour un sorti d'école, parce que tu disais qu'on vous preniez des gens plutôt juniors. Oui, mais c'était quand même sorti d'école avec des doctorats. Ouais, tu vois, il y avait des backgrounds. Ouais. Mais pour faire du dessin 3D, je veux dire, c'est aussi des postes qu'on peut retrouver sur des gens qui ont un diplôme professionnel, quoi. Tu vois mais en fait, c'est le début de la boîte. Et il faut des gens qui soient capables de monter très, très, très fort en puissance. Et comment tu les motivais, du coup, ces gens-là? Parce que, du coup, start-up pas populaire, vous étiez 3 jeunes sans beaucoup de budget et tu leur proposes un scope qui, en plus, est pas hyper motivant, quoi, si je comprends bien, par rapport à leurs compétences. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'ils te rejoignent? C'est la vision? C'est... Je pense... Alors, à l'époque d'Explicit, mais si c'était à refaire, je ferais un peu différemment, mais c'est d'abord le goût de l'aventure. C'est-à-dire que on vit une aventure qui va être qui est spectaculaire. Fondamentalement, ça aurait pu s'arrêter au bout de 18 mois. On aurait quand même vécu les meilleurs 18 mois de nos vies. Et je pense que tous les gens qui ont participé à Explicit entre l'année 0 et l'année 3 ont vécu des choses professionnellement qui les auront modifiées et changées pour la vie. Donc, je pense qu'Alexandre, qui sortait d'un doctorat, n'était pas forcément à ce moment-là encore un entrepreneur prêt à monter une boîte de carburant, de fusée spatiale. Sa boîte marche. Enfin, c'est incroyable. Il y a des gens qui sont devenus directeurs d'innovation de groupes industriels. Ces gens se sont transformés parce qu'il y avait un sens de l'aventure qui était dément. Et si je tire le fil, du coup, vous vous dites, on va aller chercher des profils ingénieurs qu'on peut se payer et qui ont le goût de l'aventure. T'insistes beaucoup sur la partie compétences, ce qui est intéressant parce que c'est vrai chez Sonar, on nous parle beaucoup de l'importance du culture fit et que la partie compétences, en fait, tu peux l'acquérir au fur et à mesure. Toi, tu disais, en fait, on avait besoin d'aller chercher des compétences et c'est limite ça qu'on a le plus regardé au début, quoi. Donc, moi, je pense que pour acquérir des compétences, prenons le problème à l'envers. Comment on acquiert des compétences ? Les modes d'apprentissage, de manière générale, c'est quoi ? C'est l'apprentissage par le tutorat. Donc, quelqu'un t'apprend quelque chose et t'apprends à le faire. L'apprentissage par l'exemple. Tu vois quelqu'un faire quelque chose ou tu vois quelque chose et puis tu l'imites. Et puis après, tu progresses. Et puis, l'apprentissage par l'exercice. Je ne veux pas rentrer dans un truc peu... Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'autre façon d'apprendre. Ou en tout cas, on n'a pas de puce dans le cerveau, ça ne se télécharge pas, quoi. Donc, quand tu as une équipe de 5 personnes, tu n'as pas d'exemple. Parce que le CEO, il est tout le temps en train de... Déjà, le CEO, c'est pas tout faire. 2, il est tout le temps en train de lever des fonds, il est tout le temps en train de discuter, d'essayer de trouver des clients et tout. Donc, logiquement, lui, il est un peu par mon et par votre. Donc, t'as pas d'exemple. T'as pas de track record de la boîte. Donc, tu ne peux pas t'inspirer de choses qui ont déjà été faites. Et t'as certainement pas le temps de te documenter, en fait. Donc, en réalité... pour répondre à ta question, premier conseil, je pense, sur la phase de démarrage, il faut prendre des gens qui sont le plus proches, en fonction de comment on démarre, en fonction de ses moyens, en fonction de tout un tas de choses, on fait au mieux. Mais le mieux, pour moi, étant de ramener les compétences qui sont le plus précises, qui sont le plus précisément attendues sur ce qu'il y a à faire au début. Ok. Et si possible, avec des gens qui vont être capables d'aller le plus loin possible en termes d'apprentissage, justement, pour grossir avec la boîte. Je comprends. Et on pourrait répondre à ça que, par définition, au début, on ne sait pas très bien les compétences dont on va avoir besoin. Enfin, on sait peut-être sur les 2 ou 3 ou 6 premiers mois,
Mais quand tu as 6 mois ou 12 mois, les compétences dont tu auras besoin à 6 mois, c'est déjà énorme comme projection. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Comment vous faisiez ça ? C'est peut-être au feeling d'ailleurs. Enfin, ça fait partie des plus... En fait, je pense chez Explicit, effectivement, on faisait pas. Ouais. Mais c'était une erreur. En fait, je crois que ce que j'ai le plus appris sur le recrutement, c'est que le recrutement, c'est d'abord et avant tout... Un recrutement réussi commence par une capacité à essayer de définir exactement ce qu'on attend de la personne qui va nous rejoindre. Et après, démarre le travail de chasser, de trouver, d'évaluer, de se dire est-ce que voilà. Mais il y a quelque chose que seul le fondateur ou l'équipe ou le recruteur côté entreprise peut faire, c'est de savoir, d'essayer de se projeter le plus possible pour savoir ce qu'il va attendre de la personne, ce qu'il aura besoin. Ça peut être ce qu'il aura peut-être besoin. Ouais. Tu vois ? Ouais. Mais ça, c'est vraiment le travail de recrutement. Sinon, c'est la chance. Et comment t'as appris à recruter ? Parce que, encore une fois, très, très jeune, première expérience professionnelle. Déjà, on a fait... en fait, on a appris par l'expérience. Ouais. C'était très peu professionnalisé aussi à l'époque. Le recrutement, c'était un peu un truc de gourou. Juste, replaçons pour les gens qui nous écoutent. 2010, il y avait des métiers, je ne sais pas si ça existe encore, genre graphologue. Je ne sais plus où. Dans les entretiens, on te faisait écrire à la main et puis on lisait ton écriture. Pour interpréter ta personnalité. C'est sûr que ça n'existe plus vu qu'on n'écrit plus avec un stylo. Mais c'était ça le recrutement. C'était un truc complètement science molle. Aujourd'hui, je veux dire, c'est ultra documenté. Il y a des boîtes qui ont réussi à enregistrer leur procès de recrutement sur des centaines de milliers d'employés, etc. Et c'est devenu une science, quoi. Enfin, en tout cas, c'est devenu beaucoup plus rationnel. Mais à l'époque, le recrutement, c'était ça. Donc, écoute, c'était un peu gourou. Ouais. Puis, du coup, à l'époque, Google a tourné, je crois, à 10% de turnover sur les équipes. Ouais. Je crois que nous, on tournait à 20-25%. Quoi. On avait un quart de la boîte qui partait. Donc, tous les ans, tu as un quart de compétences, un quart d'énergie de formation qui disparaît. C'est trop dommage. Et c'était dû à quoi avec du recul ? Enfin, qu'est-ce que tu penses vous n'avez pas assez bien fait pour garder plus de gens ? Je pense que, comme on se posait, par exemple, tu vois, un bon vendeur. Ouais. Tout le monde est bon vendeur, en fait. Depuis la naissance, quand on évolue, on vend des choses. Même les gens, quel que soit le profil, tout le monde est bon vendeur. Mais très peu de gens seront le bon vendeur pour ce produit-là, de cette entreprise, dans ce contexte de client-là, etc. Et donc, comme on ne se posait pas les bonnes questions, on prenait des gens qui étaient excellents, mais qui, en fait, n'arrivaient pas à s'en sortir dans notre contexte d'entreprise. Ce que j'ai appris, je pense aussi, de plus intéressant, je trouve, j'ai vu des gens qui étaient en situation d'échec total être en situation de réussite absolue, juste avec des changements de contexte. Parfois même dans la même boîte. Hein. Et même chez Fermat, c'est arrivé. C'est incroyable. Et c'est d'ailleurs un message hyper important pour tous les gens qui nous écoutent. Tout le monde est bon. Je veux dire, aujourd'hui, entre les moyens dont on a à disposition, qui sont un ordinateur, l'IA, le truc, etc., l'éducation qui est quand même élevée, les trucs, tout le monde est bon. La question, c'est il faut trouver le bon sport, en fait. Il faut trouver le bon endroit pour exercer ses qualités. Et ça, moi, c'est vraiment l'apprentissage, je trouve, le plus important. C'est que tout le monde est bon, donc il n'y a aucune fatalité, aucun problème. Mais en revanche, parfois, on arrive ou on n'arrive pas à faire émerger la capacité. Ouais, c'est intéressant ça. T'as un exemple en tête pour illustrer le truc Ouais, franchement, j'en ai pas mal. Tu veux dire un exemple un exemple d'un quelqu'un que tu as recruté où tu t'es dit mince, ça marche pas, il n'est pas au niveau attendu. Et soit en partant dans une autre boîte, soit en le replaçant, comme tu dis, à un meilleur endroit, ça a complètement changé la dynamique. J'en ai des dizaines et des dizaines. C'est toujours délicat, c'est des gens. Ouais. Mais non, moi, j'ai eu des... en vente, j'ai eu des collaborateurs qui ont très, très peu vendu dans mes boîtes et qui sont par ailleurs des excellents vendeurs dans leur nouveau job. J'ai l'inverse aussi. J'ai des gens qui étaient exceptionnels. C'est moins marrant dans ce sens-là.
Non, mais c'est pas grave. En fait, pour les gens, c'est une façon de se connaître aussi. Ouais. On peut pas. En fait, moi, j'ai toujours considéré que le plus important, c'est la vitesse à laquelle on se relève des problèmes. Et c'est relativement confirmé. Les gens qui réussissent sont pas les gens qui ne chutent pas, c'est les gens qui se relèvent vite. C'est vrai, je pense, même dans la vie personnelle. Après, bah, il y a la chance, il y a tout un tas de choses qui arrivent en cours de route. Mais fondamentalement, c'est pas grave de se tromper dans sa carrière. L'important, c'est de savoir, bon, bah, au bout d'un moment, de changer. Et donc, ouais, je connaissais des gens aussi qui étaient, à l'inverse, exceptionnels dans des startups 0 to 1 et beaucoup moins performants dans la phase B de scale-up. Ça, c'est des gens qui je comprends. Ah bah, à un moment, tu te connais et puis tu fais que du 0 to 1, tu vois, c'est pas grave. Et si je me remets... Oui, c'est clair. Et il y a plein de gens qui ont besoin de... Il y a des gens, c'est dans leur veine et dans leur sang de gérer des problèmes absurdes et de savoir se débrouiller dans une jungle. C'est clair. Qui sont extrêmement malheureux sur un terrain de foot. Ouais. C'est pas grave. Ouais. Et si je reprends l'histoire d'Explicit, donc tu disais, on a passé les 2-3 premières années à 6 avec du coup 3 profils plutôt entrepreneurs, dont une personne qui est partie monter sa boîte et avec qui ça s'est plutôt très bien passé, j'imagine. Il y a un moment où ça s'est accéléré d'un point de vue équipe. Comment tu as géré cette partie-là, à la fois côté recrutement, où j'imagine ça a changé pas mal de choses, et côté culture aussi, où quand tu es 2-3 ans à une équipe et qu'ensuite ça change, ça fait aussi des gros changements? Ouais, on a pas... pareil, hein, je pense qu'on a beaucoup appris. Nous, chez Explicit, on avait une culture, en gros, de dire, OK, on fait zéro project management. En fait, tout ce qui est support de l'entreprise ne crée pas de valeur, et donc on ne le fait pas. Qu'est-ce que tu entends par support de l'entreprise? Tout ce qui ne contribue pas directement à la création de valeur. Tous les métiers support, on n'en avait pas. On n'avait pas de RH. On n'avait pas vraiment de comptabilité. Alors, on avait un expert comptable, on est obligé de déposer les comptes, etc. Oui, mais tu vois, tout le reste, c'était partir dans une boîte mail, c'était expédié à l'arrache. Il y avait vraiment... Le but était de mettre toute l'énergie dans ce qui contribue au produit et dans rien d'autre. Ça a donné des résultats exceptionnels. On était 6. On était la première boîte de l'histoire de l'aviation à avoir certifié un siège d'avion en composite en fibre de carbone. C'est le premier siège, Explicit, c'est le premier siège de l'aviation, alors que c'est quelque chose que tout le monde a essayé de faire. Ok. Et personne n'a jamais réussi. On a réussi. Et on était 6. Donc, on a su faire des choses incroyables. Jusqu'à 15, je pense qu'on avait un rythme d'évolution incroyable qui était... Mais en revanche, ça ne peut pas marcher au-delà de 15. En fait, les gens ont besoin de structure. Et une entreprise a besoin de structure. En tout cas, les miennes avaient besoin de structure. Et en fait, ça, c'est une erreur. Tu as vu une vraie différence entre 0 à 15 et 15 plus? Ouais, parce que de 0 à 15, pareil, toute la culture était orale. Je dirais même qu'on avait des techniques d'apprentissage oral. Maintenant que j'y réfléchis, si je théorise un peu le truc, on avait des systèmes de réunion où on s'apprenait des choses mutuellement. Et tout était oral. Il n'y avait pas de Notion, rien. Et ça n'existait pas, mais on ne l'aurait pas fait. Et ça, c'est catastrophique quand on commence à être 30 ou 40. Et parce qu'il y a des gens ont des différentes versions d'histoires, de trucs. Et donc, ça ne marche plus du tout. Et donc, la culture, elle était totalement incarnée par les fondateurs. Et on avait une culture incroyable. Franchement, c'était... on avait une productivité, un sens de l'effort, de la réussite, de la gagne, incroyable. Et tout ça, on sortait, on était beaucoup plus jeunes, mais tu vois, parsemés de soirées. Et franchement, on avait, à l'époque, il y avait un restaurant russe, arménien, en face d'Agoranov. Je veux dire, on passait 2 fois par semaine. J'ai fait 2 fois mes anniversaires là-bas. On se marrait avec tous les collaborateurs, etc. C'était vraiment une ambiance de fou, presque invraisemblable en fait, dans une boîte qui par ailleurs délivrait des résultats, signait des contrats. On avait signé, tu vois, on a fait une fête quand on a fait notre premier 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et c'était hallucinant, mais on était 10. Hein, tu vois, mais c'était ça, c'était la boîte, c'était un gars qui partait, on rigolait, quoi, c'était sympa. Mais ça, après, le problème, c'est que si tu veux garder la rigueur d'une entreprise, c'est très, très dur de dépasser 15-20 personnes avec ce système-là. Et donc là, à partir de là, il faut commencer à écrire. Du coup, il faut se poser les bonnes questions aussi. Du coup, on est quoi ? On fait quoi ? Etc.
Et donc, quand j'ai créé Fermat, on a fait différemment. On a tout de suite écrit. Et on a tout de suite essayé de se penser, OK, on est quoi ? Et effectivement, c'est très important pour recruter. Donc, c'est la deuxième partie, je pense, du recrutement. C'est que, effectivement, les gens, ils vont vous rejoindre. Si tout le monde travaille à sa façon et avec son objectif à lui personnel, il y a peu de chances que la boîte fonctionne quand même. Ouais. Et donc, pour qu'on soit tous alignés, en fait, il y a quand même un aspect un petit peu théorique qu'il faut mettre sur le papier. C'est OK, on est quoi ? C'est quoi travailler dans cette entreprise ? C'est quoi aller dans cette direction ? Et surtout, moi, je pense que c'est le plus honnête en tant que fondateur. Qu'est-ce qu'on veut laisser aux gens qui sont venus chez nous ? Et la question, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on veut laisser un goût amer ? Est-ce qu'on veut laisser un goût agréable ? Est-ce qu'on veut se dire, OK, c'est l'endroit où j'ai le plus appris de ma vie ? Toi, tu as une réponse à ça ? Après, chacun décide un peu de ce qu'il a envie d'offrir aux gens. La réalité, c'est que une boîte a du turnover, donc surtout une start-up. C'est vraiment... je crois que la moyenne en France, elle doit être à 7-8%. Une start-up, c'est pas négatif d'avoir du turnover. En fait, c'est souvent vu comme quelque chose de... Il faut éviter le turnover à tout prix. Enfin, nous, on l'entend beaucoup. En fait, c'est sain aussi qu'une certaine partie des équipes se renouvellent. Parce que, comme tu disais, le 0 to 1, c'est pas le même que 1 to 10. Mais c'est le plus important. Moi, quand je recrute des gens sur des postes de direction, j'explique simplement, je dis, c'est bravo, félicitations. Tu vas avoir un poste de direction, c'est génial. Et en même temps, on a une ambition pour Fermat qui est démesurée. Et peut-être un jour, ce même poste sera trop grand, demandera des compétences qu'on n'a pas encore. Et ce jour-là, il faudra accepter qu'on réorganise différemment. Il n'y a rien de négatif. Et si cette réorganisation, elle peut conduire à faire que quelqu'un se sent plus à l'aise en dehors de l'entreprise ou dans d'autres horizons, c'est pas grave. Ça, tu as vraiment ces discussions-là avec les gens que tu recrutes en dirigeant avant qu'ils arrivent chez toi ? Alors là, oui. Enfin, là, c'est plutôt des discussions que j'ai avec des gens quand c'est des passages de poste en interne. Mais bien sûr, c'est pour ça que je les ai avec toi aussi. C'est, encore une fois, je crois pas que ce soit grave. Le but du jeu reste le même. Il faut essayer de travailler ensemble le plus longtemps possible. Il faut essayer de faire le plus long chemin possible. Mais ça n'empêche pas que, j'ai tellement d'exemples de collaborateurs avec qui j'ai bossé qui ont des carrières exceptionnelles. Moi, je suis trop fier d'avoir bossé avec eux quelques années. Et si je vois pas le problème, je me dis jamais oh mon Dieu. C'est un échec qu'il soit parti ou j'aurais bien aimé le garder. Si, je peux me dire j'aurais bien aimé le garder, mais je me vois jamais ça comme un échec. Le départ, le départ, c'est pas un échec. C'est juste un départ. Mais je crois qu'attends, c'est culturel. La plupart des pays, ça fonctionne comme ça. C'est très français. De pas vouloir changer d'entreprise. C'est bien, c'est positif. Ça veut dire, les gens peuvent partir aussi parce qu'ils trouvent mieux. Et dans ce cas-là, c'est une source aussi pour nous de feedback, de rétex et d'amélioration de ce qu'on offre à nos collaborateurs. Et tu disais donc parce que je trouve ça intéressant de creuser, toi qui as monté 2 boîtes, qu'est-ce que tu as changé dans ton approche du recrutement qui s'apprend aussi quand même beaucoup en faisant, quoi. J'ai l'impression avec les entrepreneurs que je rencontre. Tu disais, la première chose qu'on a changé, c'est qu'on a mieux expliqué qui on était et où est-ce qu'on voulait aller. La deuxième chose, c'est avec le recul d'expliquer, d'avoir des discussions plus franches avec les gens que tu recrutais sur le deal entre vous, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as changé dans ton approche du recrutement ? Le process. Donc, on a vraiment professionnalisé notre processus de recrutement. Déjà, je pense qu'il n'y avait pas les ATS à l'époque. Donc, maintenant, finalement, un candidat c'est traité à peu près comme une opportunité d'entreprise. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il y a un tunnel. Il y a des stages très précis. Et là, c'est pareil, c'est un gros conseil. Je pense qu'il faut vraiment se poser ces questions-là. C'est-à-dire... je sais pas après si c'est... Moi, j'ai toujours la chance d'avoir bossé les boîtes qu'on a montées, elles sont toujours parues très attractives. Donc, quand on met une offre, on a souvent 200, 300, 400 candidats. Et donc, on a beaucoup de candidats. Et la façon dont on décide, le process qu'on va mettre pour sélectionner le candidat à qui on va faire une offre, il est très important parce qu'en fait, il va générer... Donc, définir un gros process. Et ensuite...
essayer aussi je pense que l'onboarding d'un candidat se fait dès les recrutements, en fait, dès les entretiens. Donc, essayer de mettre toujours, nous, chez Fermat, on laisse toujours la moitié du temps de l'entretien, c'est le candidat qui pose des questions, en fait, à la personne qu'il rencontre. C'est important parce que, en fait, cette partie-là, moi, je considère que c'est pas spécialement pour évaluer le candidat, c'est simplement aussi pour que lui évalue ce qu'on a à proposer. Ouais. Et parce que le candidat se connaît mieux que nous, en fait. Oui, et tu l'évalues aussi via les questions, je trouve. Enfin, c'est une bonne manière de voir des deux côtés comment ça se passe. Moi, je pense que les gens savent beaucoup mieux que personne d'autre s'ils sont forts dans ça, ce qu'ils aiment faire. Et personne n'est maso et va aller se mettre dans une situation d'échec volontairement. Donc, moi, je fais beaucoup confiance. En réalité, le candidat pilote beaucoup son recrutement. Ouais. Parce qu'en fait, je fais énormément confiance à la personne pour savoir si c'est chez Fermat qu'elle va réussir. Et nous, notre travail de Fermateurs, c'est de projeter l'entreprise et dire, parce que ça, il n'y a que nous qui pouvons le savoir, qu'est-ce que sera Fermat dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois, dans 24 mois Est-ce que cette personne sera OK avec toutes ces phases de l'entreprise Oui, donc plus de structuration de process, plus de place pour les questions du candidat, donc une meilleure vente aussi pour le candidat, parce que le risque, c'est souvent qu'on se dise on laisse la moitié du temps et finalement on a 3 minutes à la fin pour qu'il pose une demi-question et c'est frustrant pour le candidat. Si je reviens sur la partie structure, parce que je pense que ça peut aider des entrepreneurs qui se lancent et qui sont en phase d'accélération. Concrètement, tu mets quoi derrière structure ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a de concret qui fait que tu dis qu'aujourd'hui vous avez un process structuré ? Donc 500 candidats, encore une fois, si tu remets les principes dans l'ordre, vu que tout le monde est bon, tout le monde a droit d'être considéré quand même. Et c'est pas une mauvaise chose. Du coup, d'abord, il y a une notion d'efficacité. C'est-à-dire qu'en fait, on a des temps d'entretien et on a des choses qu'on veut valider. Par exemple, on a un entretien de screening. Là, on va essayer. Le but, c'est quoi ? C'est qu'en passant le moins de temps possible, on puisse très très vite déjà éliminer ce que nous fait qu'on est sûr que ça ne peut pas marcher chez Fermat. Donc ça peut être des types de profils. Bien sûr. Ça peut être voilà. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de dire au candidat, ça sert à rien de réussir. Il n'y a pas de réussite d'entretien. Ça sert à rien de réussir un entretien. Si c'est pas la bonne boîte, il faut pas réussir un entretien. Donc on essaie de mettre en place aussi déjà toute cette logique qui va être après une de nos valeurs fondatrices de transparence en disant mais soyez transparent, on va être transparent aussi. Il n'y a rien à gagner à aller dans une boîte qui ne va pas fitter avec vous ou l'inverse. Donc ça, la notion d'efficacité, elle est quand même très importante. Ensuite, il y a la formation. C'est que les gens qui interviennent chez Fermat, ils ont vraiment une formation importante sur comment conduire un entretien en fonction du type d'entretien qu'ils vont faire. Et ça, c'est pareil, ça ne s'apprend pas en fait. Il faut vraiment former les gens, il faut faire des entraînements. Quand on a la formation, on ne peut pas faire d'entretien tant qu'on n'a pas assisté à des entretiens avec des gens qui ont déjà été formés. Ah oui. Tu vois, ça, c'est très, très important. Tu entraînes de manière très structurée les gens qui vont faire passer les interviews chez toi. Ok. Ah oui, ça c'est... Oui, parce que tu as déjà passé un entretien où les gens, c'est pas une critique, mais en entretien, si tu poses des questions fermées, oui, non, le candidat, il ne peut pas s'exprimer en fait. Et ça, c'est clair. Si tu ne le sais pas... Tu peux faire des entretiens pendant pas mal d'années sans avoir réalisé qu'en fait, un entretien, il est... Bien sûr. Il y a plein de biais que tu peux avoir sans t'en rendre compte. Et donc, en fait, faut former. Donc, chez Fermat, la logique, c'est plutôt de dire le maximum de personnes recrutent parce qu'on est tous recruteurs dans l'entreprise d'une certaine manière. Et donc, on veut que beaucoup de gens participent à l'entretien. On veut que le candidat voit beaucoup de gens. Mais du coup, il n'empêche que chaque personne doit être quand même formée sur la base de comment poser des questions. On essaie d'avoir un système pour mettre les informations aussi. La deuxième chose qui est importante, c'est les informations de l'entretien. Comment tu les stockes et qu'est-ce que tu stockes ? Parce qu'après, il faut les lire. Ça ne sert à rien de stocker 17 pages de transcript, quoi. C'est pas ça le but. Donc ça fait partie aussi de la structuration. En se disant, à la fin... On va se retrouver à 4 ou 5, ils sont les 4-5 personnes qui ont vu le candidat en entretien. On va discuter.
il faut qu'on ait un système de notes uniformisé pour pouvoir de notes d'entretien, quoi. Ouais, c'est clair. Uniformisé pour qu'on puisse comprendre ce qu'il a voulu dire, ce que j'ai voulu dire, se souvenir, parce qu'encore une fois, il y a 500 candidats, on va en voir beaucoup. Donc voilà, donc c'est une vraie gymnastique. Ok. Et tu disais, on a 400 candidatures. Vous contactez proactivement aussi des candidats, ou quand vous ouvrez un poste, vous misez surtout sur les candidatures entrantes? Ça va vraiment dépendre du niveau de recrutement. Les candidatures entrantes, ça marche quand même toujours. Ouais. Je veux dire, ça marche toujours. Ça peut toujours marcher. Donc, on regarde systématiquement les candidatures entrantes. À partir d'un certain niveau, on va quand même essayer d'aller prendre de l'aide pour aussi et se dire, par exemple, si on recrute sur un département qui est complètement nouveau, nouvelle fonction de la boîte. Ouais. On n'y connaît rien, on ne sait pas qui est bon dans ça. Alors, nous, bon au sens qui fait des choses qui vont pouvoir s'adapter à ce qu'on fait, quelles sont les boîtes qui travaillent de notre façon, quelles sont les boîtes qui ont les mêmes types de besoins. Et là, pour le coup, là, on se fait aider. Ok. Voilà. Oui, parce que vous êtes très deep tech, donc j'imagine que tu vas chercher des compétences très pointues. Et dans ce cas-là, la question que moi je me pose, c'est comment tu fais pour évaluer des chercheurs sur un sujet précis, ou si tu n'as pas cette compétence en interne, quoi. Tu dis, vous vous faites aider par soit des experts, soit... Alors, plusieurs options s'offrent à nous. Ouais. On peut avoir un comité... sur les sujets très techniques, ça peut avoir le coup de monter un comité de recherche ou un groupe, peu importe. Ouais. Donc là, effectivement, du coup, on a des responsables de labos, des choses comme ça, qui peuvent faire passer un entretien. Ok. Alors pareil, il faut que ce soit très très clair. Si c'est pas des gens... c'est pas des entretiens avec les board members, etc. C'est pas mal. Mais si c'est pas des gens de l'entreprise, il faut être très 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 clair sur le mandat. Eux vont pas travailler avec la personne, ils sont pas en train de recruter la personne, ils sont en train d'évaluer quelque chose que vous, en interne de l'entreprise, vous ne pouvez pas évaluer. C'est vraiment très 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 spécifique. Donc toi, tu as des experts que tu peux les mandater sur... typiquement, nous, on a un comité scientifique. Ouais. Et donc, on a des profs de labo qui sont effectivement capables, sur un sujet de robotique, d'aller vraiment comprendre le sujet précis d'une thèse, etc. Ensuite, il y a un deuxième truc, et là, pour le coup, l'IA est super utile, c'est qu'on passe beaucoup de temps à bâtir des cas d'études, et on se prend 2 heures avec le candidat, et on bosse. Alors, on se fixe quelques règles. On ne fait jamais des cas d'études qu'on utiliserait vraiment chez Fermat. C'est-à-dire qu'on prend toujours des choses décalées en biais, pour pas se dire... Faire du conseil gratuit, quoi. Ouais. J'ai appris que pas mal de boîtes faisaient ça, et c'est quelque chose qui me plairait pas du tout. Si moi j'étais candidat, donc on le fait pas. Après, c'est quand même intéressant de faire des choses qui sont proches de notre métier, parce que tant qu'à faire, ça permet de vraiment évaluer l'appétence. Mais en tout cas, voilà. Donc souvent on fait le même aussi. Comme ça, c'est pas grave. Mais avec l'IA, tu peux construire des cas hyper intéressants. Et même si tu maîtrises pas tout, tu peux avoir les questions. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est pas du tout la réponse. C'est d'avoir passé 2 heures avec le candidat et se dire, OK, est-ce que j'ai envie de bosser avec lui pendant 2 ans sur ce sujet d'asservissement microcontrôlé d'un robot, quoi. Voilà. Oui, et tu vois aussi beaucoup ce qu'on appelle le fit, quoi. Parfois, on a des tours qui sont dédiés, qu'on appelle culture fit, où le but, c'est vraiment de parler des valeurs, de la boîte, de la personne, etc. Mais c'est vrai que dans un cas technique où tu te mets 2 heures autour d'une table avec quelqu'un et avec qui tu travailles, tu vois aussi ce culture fit de manière très claire, quoi, je trouve. Je vais te donner un exemple hyper simple. Chez Fermat, globalement, la plupart des équipes sont itératives en mode de fonctionnement. Qu'est-ce que tu veux dire par... C'est-à-dire qu'en gros, on considère que le résultat... En fait, c'est pas qu'on considère, mais en gros, un résultat est atteint au bout de 5-6 fois. Il est publié 5-6 fois avant d'être valable. Ok. On n'a pas de stats, mais c'est des fonctionnements itératifs. Ok. Il y a beaucoup d'équipes comme ça. Il y a des gens qui ont un profil où ils adorent finir quelque chose à 100% avant d'en parler. Bon, ces gens sont bons, mais ils ne feraient pas le fit dans une équipe qui fonctionne en itératif. Ça se voit très vite sur un cas d'étude. Et c'est pas grave. Encore une fois, ces gens qui aiment prendre le temps de finir, il faut être dans des boîtes où c'est valorisé.
Et il y en a tellement, c'est pas un problème. Ouais. Et en revanche, les gens qui adorent se jeter voilà, dans une solution, dire des trucs, même s'ils sont pas sûrs que ce soit bon, etc., c'est plus adapté sur une équipe itérative. Ouais. Ça se voit vraiment en cas d'étude, quoi. Ouais. Et toi, en tant que CEO aujourd'hui, vous êtes quoi? Vous êtes 100 chez Fermat aujourd'hui? Un petit peu moins de 100. Un petit peu moins de 100. C'est quoi ton rôle dans le recrutement? Alors écoute, j'essaie de voir tout le monde. Ok. Déjà, c'est... Donc, vous recrutez combien de personnes par, je sais pas, an, mois? Écoute, on a des phases de recrutement ultra intenses, qu'on appelle Drakkar, où on est... le plus gros qu'on ait fait, je pense, c'est 60 personnes. On est passé de 20 à 80, je pense, en 4-5 mois. Okay. Donc ça c'est arrivé dans la boîte. Et on a un process pour faire ça. Ouais. Et puis sinon, on va recruter 10-15 personnes par an. Mais tu vois, là, on monte notre équipe marketing. On recrute, tu vois, tout de suite plusieurs échelons d'un coup. Ouais. Pareil, on est dans 3 pays. On est en France, on est aux US, on est en Asie. Et à tout moment, on peut déclencher un Drakkar et essayer de monter 5-6 recrutements sur l'Asie pour monter directement, je sais rien, une équipe supply chain, un truc qu'on pourrait avoir besoin. Et toi, tu vois tout le monde? Donc, normalement, je vois tout le monde. Ouais. C'est toujours pareil, je peux être bloquant. Et donc, mon rôle, en fait, de CEO par rapport à ça, donc tout le monde est formé, les process sont établis, ça fait quand même 5 ans, il y a un système, on n'en a pas parlé, mais il y a 2 trucs quand même assez importants sur le recrutement, je trouve. Ouais. C'est l'exit interview quand ça ne marche pas. Les gens qui s'en vont de la boîte. Ouais. Moi, je trouve que c'est intéressant d'essayer... ils sont passés chez vous, ils vous ont apporté quelque chose. C'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce qu'on leur a apporté. Et c'est mieux s'ils nous disent. Bien sûr. Parce que ça permet de savoir aussi ce qu'on aurait pu faire, comment faire, etc. Donc, en gros, on a quand même maintenant 5 ans de track record, de recrutement, de bons recrutements, de recrutement qui nécessitaient des améliorations, etc. Donc... dans notre processus de choix ou de publication d'offres ou de postes ou d'organisation d'entreprise, c'est souvent, d'ailleurs, c'est pas que le recrutement le responsable, c'est tout le système. Donc on a un certain track record, donc je considère qu'aujourd'hui on est plutôt bon en recrutement par rapport à nos besoins. Ouais. Et donc moi, qu'est-ce que je fais? Je viens malgré tout apporter, je prends du temps au candidat, donc j'essaie d'écouter ce qu'il a à nous dire en fait, ce qu'il peut apporter à l'équipe. Et je me fixe 2 rôles. Le premier, c'est d'essayer d'affiner sa position de départ. Ouais. Essayer de comprendre si, par rapport à ce que les équipes ont en tête et ce que moi j'ai entendu, est-ce qu'on est vraiment d'essayer d'être au millimètre près, au meilleur point de départ pour lui, pour qu'il fasse une carrière incroyable chez nous. Ok. Ça, c'est hyper important pour moi. Et la deuxième chose, c'est que j'essaye du coup de faire le lien, puisque j'ai cette responsabilité-là dans le processus d'entretien, de faire le lien entre les 3, 4, 5 entretiens qu'il a eu avant moi. Oui. Tu arrives systématiquement plutôt en fin de... Moi, j'arrive en fin. T'es le boss final, quoi. Ouais, alors je suis pas le boss final, parce qu'en fait, c'est très très rare que je filtre. Ok. Je suis plutôt l'étape de pré-onboarding. Ok. Mais ça peut arriver... En général, quand c'est filtré à mon tour, c'est juste que c'est des gens qui sont arrivés jusqu'à moi, mais qui auraient déjà été filtrés si j'avais fait l'entretien. Mais ça, c'est vrai aussi si, pour les membres de ton codir ou de ton comex, je sais pas comment... quand c'est moi... T'interviens plutôt dans le recrutement ou pareil, tu veux... Si je peux intervenir... Oui, alors, quand c'est mes N-1 direct, en revanche, là, je fais le screening. Je fais le premier tour. C'est horrible parce que ça prend beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors, il y a mon chief of staff qui m'aide, il y a des gens, d'autres de mes N-1 m'aident aussi. Mais j'essaie de faire le maximum de screening. Alors ça, c'est pareil, ça peut un peu déstabiliser les gens parce qu'ils ne s'attendent pas à tomber sur moi au premier tour. Mais en même temps, si après on travaille ensemble, ils vont tomber sur moi tous les jours et moi sur eux tous les jours. Donc il faut bien commencer, quoi. Et donc tu vois pour... tous les gens qui ne travaillent pas directement avec toi, tu les vois plutôt en fin de parcours. Pour les gens qui travaillent directement avec toi, c'est toi le premier point de contact. Tu passes combien de temps, à peu près, sur ce sujet du recrutement? Dans la semaine? Ouais. Entre une demi-journée et une journée, je pense quand même. Ok. Et
il y a aussi beaucoup. Enfin, moi, les évolutions en interne, c'est aussi du recrutement, en fait. Alors, c'est en interne, donc c'est Bien différent. sûr, ouais. Mais en fait, la boîte évolue beaucoup. Ouais. On grossit, les clients grossissent, les difficultés sont pas les mêmes. Et donc, on est constamment aussi en train de se recruter en interne sur des nouvelles problématiques. C'est passionnant, mais ça occupe facilement une journée par semaine. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant. Et ça a évolué, une journée par semaine, avec le temps, ou quand tu es dans tes dracards de 20 à 60, là Je pense que le sujet du recrutement, c'était quasiment la moitié de mon temps les 3 premières années. Ok. Mais on est passé de 0 à 100, quoi. Ouais, bien 3 sûr. ans, donc voilà. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des ordres de grandeur, parce que on rencontre pas mal d'entrepreneurs qui ont levé une série B, typiquement, ou une série A. Enfin, c'est vraiment le moment où tu dois infléchir la courbe, et les gens savent pas exactement le temps qu'il faut passer dessus et le rôle à avoir concrètement, tu vois, dans un process de recrutement. C'est pour ça que je te posais la question. Et encore une fois, je pense que c'est intéressant pour moi, recrutement, on doit passer au moins le double du temps en onboarding. C'est-à-dire que, en fait, la quantité de travail que nécessite l'onboarding, elle est souvent sous-estimée dans cette phase de grand recrutement. Mais il faut que les processus d'onboarding, il faut que le Notion de la boîte ou peu importe, le logiciel qu'on utilise, il faut que ce soit blindé de chez blindé, parce que les gens arrivent et s'ils savent pas où ils sont, s'ils savent pas quoi faire, s'ils n'ont pas d'ordinateur qui marche ou j'en sais rien, pas de connecteur et tout, ils vont se perdre et c'est une situation qui est horrible. Moi, quand je me souviens de mon stage en Chine. Chez Michelin, j'ai mis 10 jours à avoir mon ordinateur, mais moi, ça fait 15 ans, je me souviens encore de cette horreur, d'avoir attendu pendant 10 jours mon ordi. Même dans des boîtes de tech, ça peut arriver. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Tu prends ton ordi perso, tu ouvres un compte, et puis tu mets ton code sur le mauvais GitHub, et puis après, ça fout le bordel. Il ne faut pas travailler comme ça. Et tu as des bonnes pratiques justement d'onboarding que vous faites chez Fermat et que tu ne vois pas forcément dans d'autres boîtes? Écoute, ce qu'on fait chez Fermat, c'est qu'on essaie d'avoir... Alors, c'est pareil, c'est très dur en fait. On essaie d'avoir une présentation à jour de ce qu'est Fermat. Mais en fait, c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de... Tu présentes les technologies de l'usine, elles sont périmées 3-4 semaines après. Alors, pour les clients, tu fais une présentation tous les 3-4 mois, mais pour tes équipes qui travaillent sur la technologie, ils ne peuvent pas avoir la version périmée de 2 semaines. Sinon, ils ne comprennent rien. Donc ça, c'est compliqué. Donc, présentation globale de la boîte, quoi. Donc on essaye de faire un système sur notre Notion à nous, de remonter l'information un peu automatisée pour que les gens aient une espèce de vision des derniers achievements, etc. Mais ça, c'est pas facile. Je pense qu'on a encore de quoi progresser. Donc, on a ça. Ensuite, on a un buddy programme. Donc, en gros, il y a quelqu'un qui est là pour t'aider. Et ensuite, le grand truc de Fermat, mais qui est difficile à déployer, mais sur lequel on met encore plus d'efforts maintenant, c'est que quand on rentre chez Fermat, on est explorateur. Donc, en fait, on ne peut jamais être en situation de responsabilité face à un échec jusqu'au moment où le manager dit « c'est bon, j'ai fini mon training ». Donc, et là, tu passes de explorateur à collaborateur. Mais tu es explorateur. Demain, je recrute un C-level. Il est explorateur. Pendant combien de temps tu es explorateur? Mais le temps qu'il faut. Donc, ça peut être 1 an, par exemple. Ça peut être 1 an. Sur des postes très compliqués, technologiques, c'est 1 an. Sur des postes plus simples, ça peut durer 1 mois. Ça peut durer 6 mois. Et puis, en fait, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Ce qu'on dit là, c'est que la boîte souhaite faire le moins d'erreurs possible parce que déjà, on est dans l'industrie. Une erreur, ça peut être un danger pour quelqu'un qui travaille dans une usine. Ça peut être un produit défectueux. Je touche du bois, voilà, c'est quelque chose qu'on ne voudrait pas voir arriver. Ça peut être beaucoup d'argent gaspillé. Donc, en fait, nous, on considère que ça, c'est très mauvais. Donc, en fait, quand les gens arrivent, le temps qu'il leur faut pour qu'on dise, OK, ils sont en situation d'être responsables vis-à-vis des choses. C'est intéressant, ça, Et donc, ça veut aussi dire quelque chose, et c'est très important, et chez Fermat, il y a une culture très importante sur ça, ça veut dire que les managers sont vraiment responsables. Ça veut aussi dire que c'est une vraie responsabilité de manager son équipe. Et donc, quand tu dis à quelqu'un, OK, maintenant, tu n'es plus explorateur, c'est un vrai transfert de responsabilité.
Et donc ça, moi, je trouve que c'est pas mal. Quand je faisais chez Explicit, au début, on avait plutôt tendance à prendre des gens et c'était un peu, on les jetait dans le bain. Ouais. Et puis, il y avait ceux qui savaient nager, Ouais, puis ceux ouais, qui se noyaient, ouais. et puis voilà. Là, du coup, il y a cette phase d'accompagnement où normalement, on n'a pas de stress de dire oh là là, j'ai appuyé sur ce bouton, oh là là, j'ai téléchargé ce firmware dans un robot, je sais pas s'il marche, parce que ça peut bloquer l'usine. Une boîte avec des usines, il y a très peu de gens qui se rendent compte de la pression que c'est d'être dans une usine et quelque chose ne marche pas. Et il y a tous les opérateurs qui vous regardent et qui attendent. C'est intenable. Il y a des gens qui peuvent fondre en larmes dans une situation comme ça, ou complètement disjoncter, commencer à faire des trucs absurdes, parce que c'est une pression énorme. Et donc, bien sûr, nous, on essaie de tout faire pour que ça n'arrive jamais. Oui. Et donc ça, le niveau de responsabiliser les gens, je pense que c'est pas mal. Ok, intéressant. Oui, donc les responsabiliser petit à petit ou à partir du moment où ils sont prêts. Ça fait partie de l'onboarding. Et les gens, normalement, le but étant aussi, d'un point de vue santé mentale, de ne pas avoir des gens qui sont en situation de surstress au démarrage parce qu'ils ont des responsabilités et qu'ils ne savent pas encore s'ils peuvent les assumer. Il n'y a pas de raison, ça va se faire tranquillement. Et parfois, il faut du temps. Ouais. Et ce qui est le plus difficile, c'est d'expliquer que c'est différent de la période d'essai. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que tu peux te dire que c'est un peu lié, quoi. Ouais, alors que non, parce qu'en fait, la période d'essai, c'est une période pour savoir si la personne, elle est faite pour travailler dans ta boîte. Mais du coup, comment tu sais que c'est un mauvais recrutement, en fait, au bout d'un moment, tu vois, et que c'est quelqu'un qui a besoin d'être explorateur 2 ans, tu vois, où est-ce que tu mets le cut de c'est normal, il explore, il faut lui laisser le temps il explore un peu trop longtemps, là. Oui, mais tu vois, je sais pas, t'envoies un cosmonaute. Je sais pas combien de temps ça dure, la formation, mais c'est 10 ans, tu vois. Je sais pas non plus. Je sais pas, c'est comme ça. Ouais. Ça fait partie. C'est des jobs qui sont. Ça dépend du niveau de risque, en fait. Et tu peux pas lancer quelqu'un, encore une fois, dans n'importe quelle condition. En revanche, ce qui est sûr, c'est que il y a des points. En période d'essai, je pense qu'il y a des points assez clairs. Déjà, est-ce que les gens sont heureux de venir bosser ? Est-ce que ça leur plaît, quoi ? À nouveau, il faut pas toujours dans cette logique dire on va travailler ensemble pendant des années. Tu vois, si on peut avoir des déconvenus, ça peut le candidat pour plein de raisons qu'on connaît pas, il peut ne pas trop aimer, je sais pas, la boîte finalement, le sujet. Je sais pas, la technologie de code, j'essaie de chercher des trucs que j'ai un peu vus. Voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a, voilà, chez Fermat, on a la culture, on a donc on a des points on a des points culturels assez forts. Notamment, on a une culture de l'écrit. Ok. Bon. C'est rare, mais ça peut arriver que même à l'issue du process de recrutement, les gens ne s'imaginent pas ce que signifie la culture de l'écrit. Et donc, en fait, les gens, ils se projettent sincèrement dans la boîte. Et en fait, ils découvrent qu'ils doivent écrire ce qu'ils pensent sur un sujet. Et que si c'est pas écrit, en fait, nous, on ne peut pas le processer. Tout le process de la boîte est basé sur des écrits. Ça, il y a des gens qui, voilà, si ça leur plaît pas. Ouais, je comprends. Et ça, toi, il y a un dernier point que je voulais aborder, et je vais pas te mettre en retard parce que je sais que tu as une grosse réunion après. Tu as ouvert des bureaux aux US, ce qui est le challenge de pas mal d'entrepreneurs que nous, on accompagne. Et c'est quand même une manière un peu différente d'envisager le recrutement, la culture d'entreprise, etc. C'est quoi, toi, tes retours d'expérience là-dessus ? Ouais, alors écoute, je me considère pas ceinture noire en recrutement aux États-Unis déjà. Ceinture quoi ? Ceinture, je suis pas très bon en judo. Moi aussi, je suis trop nul. J'en ai jamais jaune, fait. orange. Ouais, je sais pas, un truc, entre, je sais pas. Entre blanc et noir, quoi. Voilà. Okay. Entre blanc et noir au milieu. Mais en gros, déjà, ce que moi en tout cas, les choses que j'ai pu apprendre. C'est que là-bas, le travail est ultra flexible par rapport à nous. Les gens changent de job très facilement, ils sont recrutés très facilement, ils sont licenciés très facilement aussi pour des raisons économiques, etc. Donc en gros, ils ont beaucoup de mal à comprendre. C'est vrai qu'en France, comme on a un système très, très, très
inflexible sur ce contrat à durée indéterminée, où c'est compliqué pour partir, il y a des préavis, les gens, même pour les gens, c'est compliqué pour partir, etc. Du coup, aux États-Unis, ils comprennent pas. On met peut-être. Disons que par rapport au process français, il faut aller beaucoup plus vite. Ouais. Okay. Parce que les gens, pour eux, il n'y a pas de problème. Ils viennent dans votre boîte, puis bon, de toute façon, si c'est pas bien, dans 6 mois, ils partiront. Ou dès donc qu'ils auront le meilleur... des process d'une semaine, 2 semaines sinon, ça peut durer plus longtemps. Mais en tout cas, à partir du moment où on stoppe dans la main, il faut que ça aille très, très vite. Okay. C'est vraiment difficile de comprendre comment ça peut être différent. Donc ça, j'ai eu ça. On s'est fait bien sûr conseiller quand on arrive aux US sur les contrats de travail, etc. Mais malgré tout, je pense que c'est aussi... On est quand même lié à des clauses d'IP, de choses comme ça, un peu complexes. C'est vrai que on a eu beaucoup de retours au début sur les collaborateurs américains qui disaient mais c'est quoi ces contrats, ils sont beaucoup trop gros. Tu vois, donc beaucoup moins juridique. Donc ça fait partie de mes ceintures à continuer d'apprendre. Ouais. Et puis c'est complètement différent en fait. Ouais. Alors la chasse aussi aux États-Unis, comme les gens sont très très flexibles, c'est aussi un mode de recrutement hyper efficace, quoi. Ouais. Mais personne te connaît, j'imagine, quand tu arrives là-bas et t'as beau avoir levé X dizaines de millions à Paris, tout le monde s'en fout aux US. Tout le monde s'en fout. Donc comment tu fais pour les chasser, tes premiers employés aux US ? La question, moi je pense que la question c'est, tu peux pas... Enfin, je crois qu'il faut accepter qu'en tant qu'étranger aux États-Unis, dans la tech, forcément, c'est la balle Eldorado. Donc nous, tu peux pas avoir... tu peux pas être un... tu vas pas pouvoir concurrencer des boîtes américaines avec des fondateurs et des fonds d'investissement américains. Shiny, c'est impossible. Donc il faut pas avoir de... faut être humble. Ouais. Et il faut faire... Donc tu pourras pas attirer ce type de profil-là. Okay. Avant de faire un certain chiffre d'affaires ou avant de recruter par network, recruter des gens qui, eux, vont ramener des équipes de superstars. Et dans ce cas-là, tu fais la même chose que ce que tu avais fait chez Explicit au début, c'est-à-dire chercher des hauts potentiels un peu plus jeunes. Ouais. Okay. Il y a quand même, ça coûte. Il faut à nouveau humilité. T'acceptes. Moi, dans tous les pays qu'on a créés, les premiers collaborateurs, ils sont aussi. Tu payes toujours un peu plus cher. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est leur risque et c'est leur reward. Et généralement, c'est des gens du coup qui sont hyper attachés à l'entreprise. Ouais. Donc t'as juste ta politique salariale et puis tu essaies d'être très très clair et très précis. Ok, je vais pas pouvoir tout faire. Mais ça, c'est vraiment ce que je veux faire au début, là, dans mes 6 premiers mois dans la boîte. C'est ça que je veux monter, c'est ça que je veux créer, etc. L'autre truc qui marche très bien, que nous on a fait, et ça pour le coup, là on commence à être vraiment bon dans ça, c'est de trouver aussi le collaborateur en interne qui est prêt à partir le lendemain et à vivre l'expérience de sa vie, quoi. Parce que démarrer un pays pour une boîte, c'est une expérience, c'est une one-time life experience, quoi. C'est un truc, c'est incroyable. Et qui va être le garant de ta culture là-bas. Exactement. Okay. Et là, donc il faut choisir la bonne personne. Toi, t'as pas voulu partir là-bas, par exemple ? Si, mais j'ai eu des enfants en même temps, à peu près à chaque fois. Ouais, ok. Et donc l'occasion s'est pas faite. Ok. Mais je suis toujours parti au moins 1 mois, voire 2, la première année sur place. Ouais. Mais à la limite, franchement, les collaborateurs qui sont allés ouvrir les pays, d'ailleurs, le problème, c'est qu'après, ils montent des boîtes. Mais c'est pas un problème, je suis tellement fier d'eux. C'est des profils, ça les a transformés à vie. Parce que c'est une aventure de dingue, quoi, de pouvoir faire ça. Donc, je te racontais, et on peut s'arrêter là, tu sais, donc tenir dans une usine quand tu as 15 personnes qui sont à l'arrêt, qui te regardent et qui te disent qu'est-ce qu'on fait. Mais arriver tout seul dans un pays tu vois, que tu connais pas, où t'as pas de potes. Nous, on a ouvert les États-Unis, on a ouvert ça dans l'Utah. Tu vois, arriver tout seul, aller au bureau, t'es encore à l'hôtel. Oui, tu t'en souviens, quoi. Mais il y a personne. Tu vois, tu n'as pas de collègues. C'est des sensations d'aventure, mais folles, quoi. Alors après, bien sûr, heureusement, on avait des clients. Tu vois, on n'est pas parti. On avait plein de choses, mais c'est des moments incroyables. Moi, je me souviens cette première semaine. Alors, on l'a fait à 2.
c'était waouh. Je me suis dit, waouh, ça va être, ça va être monter une usine là comme ça en partant de zéro avec personne qui te connaît, truc, ça va être rigolo quoi. Bon, heureusement on avait déjà un client, donc ça nous a un peu ouvert le truc. Trop bien. Merci Benjamin d'avoir pris le temps de nous avoir partagé ces deux histoires entrepreneuriales passionnantes. Et merci d'avoir partagé aussi tous ces apprentissages aux entrepreneurs et aux dirigeants qui nous écoutent. Merci beaucoup. Bah écoute, merci à toi et c'est super sympa de faire ça. Écoute, j'espère que ça inspirera des gens. Trop bien. Salut.